je vous propose à présent un dernier témoignage qui va également tous nous inspirer. J'invite à nous rejoindre sur scène Déborah Papiernik, Senior Vice President New Business and Strategic Alliance chez Ubisoft, ainsi que Bénédicte Sanson, que vous connaissez tous, mais faut-il le rappeler, délégué général du MoveJ. Bienvenue à vous deux. Facilité voudrait que je te pose cette simple question qui est notée sur ma fiche. Bénédicte, pourquoi Déborah? Eh bien, choisissons la facilité. Déborah, déjà un grand merci d'être là. Alors, pourquoi Déborah? Il y a quelques mois, non, c'était il y a quelques semaines plutôt, j'ai vu une mentor des premiers jours, des premières heures, qui s'appelle Evelyne Platnik-Cohen, qui a fondé une entreprise qui s'appelle The Artist Academy. Et je lui ai dit, bah, tu vois, Evelyne, est-ce que ça te dirait de venir, d'être au jury, d'être présente? Elle me dit, quoi, tu lances cette catégorie artiste-entrepreneur? Mais j'ai une super amie, c'est Déborah. Elle est SVP New Business et Strategic Alliance chez Ubisoft. C'est elle qu'il faut que tu interroges parce que c'est elle qui sait tout ce qu'il faut savoir sur les industries culturelles et créatives. Je lui ai dit, t'es sûre, Evelyne, c'est dans quelques semaines? Et elle m'a dit, je te mets en relation tout de suite. Elle l'a fait immédiatement sur WhatsApp. J'ai contacté Déborah, qui a répondu avant moi, je crois. Et Déborah a trouvé 1 heure dans son agenda dans les 3 jours. Donc, encore merci. Et je lui ai expliqué, je me suis sentie tellement stupide parce qu'elle me posait plein de questions et nous, on était au début de notre réflexion. Et malgré tout, Déborah m'a dit, OK, je serai là, si vous avez besoin de moi, je serai là. Et donc, Déborah est là ce soir. Avec nous, elle descend d'un avion des États-Unis. Elle vient d'arriver. Mais je suis sûre que si je ne vous l'avais pas dit, vous ne vous en seriez même pas rendu compte. Donc, Déborah, c'est du magnifique engagement, merci. Et je laisse Thomas juste continuer. J'ai juste envie d'appuyer sur play et de lancer le jeu. Déborah, à toi la parole. C'est quoi ces fameuses industries culturelles et créatives? En quoi les artistes ont besoin de vous? Merci Bénédicte, je suis ravie d'être là. Merci pour votre invitation. Bravo pour vos projets. Ils sont impressionnants, ils sont innovants. Et puis, et effectivement, même dans les artistes entrepreneurs, c'est des entrepreneurs parce qu'en fait, ils doivent pousser des portes tout le temps. Et il y a les questions de financement, et les questions de différenciation par rapport au reste, les questions d'embarquer les équipes avec soi. Donc moi, je travaille chez Ubisoft depuis 25 ans, même si, comme le PDG me l'avait dit en entretien, j'ai pas une tête à vendre du jeu vidéo. Alors aujourd'hui, on ne dirait plus ça, hein, ça n'existe plus de dire ce genre de choses en entretien. Et dans le jeu vidéo, en fait, c'est une industrie qui est très particulière parce que c'est un mélange d'art et de technologie. On a à peu près tous les métiers du monde dans une boîte de jeux vidéo, mais on a énormément de graphistes, d'artistes, d'animateurs, de scénaristes. Donc, tous ces métiers qui viennent vraiment et qui sont les mêmes que dans les autres industries culturelles et créatives. Mais ces gens-là, ils travaillent avec des ingénieurs, avec des level designers, avec même des economic designers, avec tous les métiers qui sont plus spécifiques aux jeux vidéo. Ubisoft, c'est une start-up qui a 35 ans, mais ça reste une start-up, avec cet esprit d'entreprise. Et le jeu vidéo, c'est une industrie qui est en mouvement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la technologie, c'est le driver. Quand il y a une innovation, on s'en empare. Que ce soit une innovation hardware, une innovation software ou une innovation d'usage. Par exemple, quand on passe d'un modèle d'un jeu premium qu'on achète à un modèle d'un jeu free-to-play. Nous, ça nous oblige à complètement réorganiser à la fois les équipes de développement des jeux et les équipes marketing des jeux parce que les jeux deviennent des produits vivants que les gens vont consommer différemment. Sur les innovations hardware, pour vous donner quelques exemples, quand Nintendo a inventé la Wii, ben nous, on a dû inventer des jeux où les gens se levaient de leur canapé. C'était fini d'être avachi sur son canapé. Et ça donne des jeux comme Just Dance, par exemple. Ou quand Apple a popularisé l'écran tactile, on a dû réinventer les interfaces. Mais on ne réinvente pas les interfaces pour nos jeux existants. On invente vraiment des nouvelles façons de jouer, on invente des nouveaux gameplays à chaque fois que la technologie nous y invite. Ça a été la même chose avec l'arrivée des casques de réalité virtuelle, par exemple, où les jeux en réalité virtuelle n'ont rien à voir avec les jeux plus classiques.
Et là, même une boîte qui a plus de 35 ans, elle doit se comporter comme une start-up pour embrasser les innovations et avancer. Ça veut dire qu'au sein d'Ubisoft, on garde un esprit très entrepreneur. Et c'est tout le monde. C'est à la fois le PDG, qui est un véritable entrepreneur, et qui le reste encore aujourd'hui, bien qu'on soit 20 000 salariés. Et puis, c'est à tous les étages. Les produits, les projets, ils viennent du terrain. C'est pas un jour Yves Guillemot qui se réveille en disant « j'ai une super idée, on va faire un jeu sur la 3e croisade avec un bonhomme avec une capuche et ça va s'appeler Assassin's Creed ». C'est pas comme ça que ça se passe. C'est des gens dans les équipes. Et je suppose que ça, c'est vrai un peu partout, mais c'est encore plus vrai dans le jeu vidéo, dans toutes les industries culturelles et créatives, parce que c'est de la création, parce que c'est de la culture, parce que c'est de l'art, il faut que les gens soient ultra engagés, encore plus que dans une société qui ne serait qu'une société de technologie. Donc, c'est vraiment ceux qui fabriquent les projets qui doivent en être à l'initiative. Et puis, on travaille aussi sur de l'intrapreneuriat. Alors, quand on m'a expliqué le mot il y a 4-5 ans, en fait, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, puisque nous, c'est ce qu'on faisait depuis toujours. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus à la mode. Avoir des salariés à l'intérieur de l'entreprise qui montent des projets qui ne sont pas obligatoirement sur du cœur de métier. C'est ce qu'on fait, par exemple, chez nous, avec des petits projets sur des petites marques, plus petites que les Assassin's Creed, Just Dance, Far Cry ou Lapin Crétin. On peut aussi aller développer des petits projets qui vont s'emparer de nouvelles technologies. On a aussi un département qui s'appelle La Forge et qui travaille avec le monde de la recherche. Donc eux, ils ont des thésards dans leurs équipes, ils travaillent avec le monde de la recherche un peu partout dans le monde pour être en avance sur les technologies. Alors évidemment, la technologie phare en ce moment, c'est l'IA, mais chez nous, ça a commencé il y a 3-4 ans déjà. L'IA générative. L'IA générative, par exemple, on est convaincu qu'elle va nous faire gagner de la productivité. Mais ce n'est pas une fin en soi, ça. Ce n'est pas très intéressant. Pas très intéressant de juste gagner de la productivité. Ce qu'on veut, c'est que ça nous fasse gagner de la productivité pour pouvoir inventer encore des nouvelles façons de jouer et des choses encore plus intéressantes pour nos joueurs, pour nos consommateurs. On a aussi un lab stratégique qui s'occupe de prospective et qui va aller travailler aussi sur des choses qui ne sont pas au cœur du jeu vidéo, comme la blockchain, les NFT, parce que les joueurs, ils n'adorent pas blockchain, NFT. Donc il faut qu'on le fasse un petit peu sur le côté, donc à part, pas obligatoirement au sein de nos jeux, mais c'est des technologies qu'il faut qu'on apprenne. On verra ce que ça donne, on verra les usages, mais il faut qu'on comprenne comment elles fonctionnent. Et puis, il y a le département que je dirige, le département New Business, qui fait beaucoup de collaborations avec des industries qui n'ont absolument rien à voir avec le jeu vidéo. Je travaille avec la santé, j'avais travaillé sur la brosse à dents connectée Colibri, par exemple. Je travaille avec l'industrie, je travaille avec Air France sur la voiture, sur la technologie Li-Fi, avec Renault sur la voiture autonome. On fait beaucoup d'attractions en réalité virtuelle et réalité augmentée. Alors, attraction par opposition aux jeux vidéo qui se jouent à la maison. Là, je parle d'attractions qui se jouent dans des lieux. Ça peut être, par exemple, une machine d'arcade qui est un simulateur de montagne russe avec les lapins crétins. Et c'est génial. Et notre marché, il est mondial. Mais ça, c'est fait par une toute petite équipe qui est basée à Paris. Je travaille avec le monde du spectacle. Donc, par exemple, on a transformé les musiques d'Assassin's Creed, puisqu'on crée des musiques pour les jeux vidéo. On a transformé ces musiques en concerts symphoniques. Donc là, on avait, au Grand Rex, en octobre, on avait 100 musiciens, 40 choristes sur scène, 3000 personnes dans la salle. Et puis, on a lancé comme ça une tournée internationale. Et on avait des projections, spectacle de 2 heures avec des projections immersives qui reprennent 2500 ans d'histoire. Donc, c'est génial pour les joueurs, mais c'est aussi génial pour les non-joueurs parce que pour eux, ils n'ont même pas besoin de jouer et ça leur permet de découvrir ces univers magnifiques d'Assassin's Creed parce que le jeu vidéo, si vous ne jouez pas, ça vaut au moins le coup de regarder, c'est très beau. Je travaille aussi avec la culture plus traditionnelle parce que le jeu vidéo, c'est de la culture, n'en déplaise à certains. C'est de la culture et notre ministre de tutelle, c'est la ministre de la Culture. Avec les musées, par exemple, on fait des expériences en réalité virtuelle pour être un complément d'expo ou des expériences en réalité augmentée pour engager les visiteurs dans la visite, pour les rendre acteurs de la visite et faire que cette visite ce soit un moment mémorable, en particulier quand on est avec des enfants et qu'on ne les traîne pas au musée mais qu'ils aient envie d'y aller.
Et un des exemples, c'est par exemple les lapins crétins dans les jardins du château de Versailles. Il n'y avait pas de médiation dans les jardins du château. On a développé une application en réalité augmentée. Les lapins crétins envahissent les jardins du château et les enfants, à travers le téléphone mobile des parents, en réalité augmentée, vont devoir chasser les lapins crétins, jouer avec les lapins crétins et en même temps, ils apprennent le travail des jardiniers à Versailles et tout ce qui se passe autour de l'eau, les fontaines à Versailles. Je travaille aussi sur je me suis rapprochée du monde du documentaire, qui est un monde qui fonctionne un petit peu comme le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il a envie de transmettre des choses, il a besoin d'engager, de trouver des nouvelles façons d'engager. C'est des gens c'est des super débrouillards. Les producteurs de documentaires, ils doivent faire à la fois le financement, gérer les chaînes avec lesquelles ils travaillent, gérer les réalisateurs. Et je vous donne juste un exemple, c'est un documentaire sur le rôle de la femme dans la préhistoire, qui est sorti il y a 1 an et demi. Pour ce documentaire, ils sont allés voir France Télévisions. France Télé a adoré l'idée en disant « MeToo au temps de la préhistoire, on adore. On peut faire une copro internationale, ça va marcher partout, c'est un thème qui va fonctionner. » C'était vraiment basé sur des découvertes scientifiques qui montraient que les femmes, au temps de la préhistoire, apportaient à peu près 70% des ressources du foyer. Je ne sais pas si c'est à peu près comme aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'image pour illustrer ce docu. Et France Télé a dit « Bon, nous, on veut bien vous mettre dans la case science grand format le jeudi soir sur France 5 à 21h, qui est la plus grosse case scientifique, mais il nous faut des images. » Un des co-scénaristes du documentaire, c'était Jacques Malater, qui avait été conseiller scientifique de Far Cry Primal, un jeu d'Ubisoft qui se passait au temps de la préhistoire. Far Cry, c'est un jeu pour les plus de 18 ans, c'est un jeu de combat. Mais on avait représenté une préhistoire vivante et assez juste en termes de vie quotidienne, on avait les animaux, on avait tout ce qu'on avait au temps de la préhistoire. Et on a réussi à filmer à l'intérieur du jeu, avec une espèce de caméra virtuelle qui fonctionne un peu comme un drone. On a filmé les scènes qu'on voulait pour venir illustrer le propos scientifique. Et au final, on a un docu de 90 minutes qui contient 17 minutes d'images filmées entièrement dans un jeu vidéo. Il n'y a même pas eu besoin de produire les images. Il n'y a même pas eu besoin d'un codeur, d'un programmeur. Tout ça s'est fait juste avec quelques outils. On a fait les captures, ensuite il y a eu le montage. Et le documentaire, là où d'habitude un docu sur cette case fait 700 000 vues, il a fait 1,4 million. Donc France Télé a adoré, ça a été pareil à l'international. Et ils l'ont rediffusé en prime time mi-mai, de nouveau 1 an et demi, pour vous dire à quel point eux ont adoré ce succès. Donc on peut aussi, avec le jeu vidéo, aller innover ailleurs et apporter notre agilité pour aller innover dans d'autres domaines. Alors pourquoi on fait tout ça ? Nous, parce que finalement, ça rapporte un petit peu d'argent, mais pas beaucoup, sur une boîte qui fait quasiment 2 milliards de chiffre d'affaires. Moi, le chiffre d'affaires de mon département, c'est quelques millions, c'est tout petit. Mais c'est important quand même, c'est important pour permettre d'être ouvert sur le monde, et pas que sur le jeu vidéo, mais ouvert sur d'autres secteurs aussi, et savoir ce qui se passe ailleurs. C'est important pour suivre toutes les innovations, qu'elles soient tech ou autres, même si elles n'ont pas d'application immédiate dans le jeu vidéo. Par exemple, la réalité augmentée, aujourd'hui, c'est un peu difficile de gagner de l'argent avec. Mais c'est quand même une technologie d'avenir, en particulier avec les nouveaux casques de réalité virtuelle qui sont plutôt de la réalité mixte, c'est-à-dire qui pourront passer de la VR à l'AR avec le même casque. Si je peux conclure avec un petit message pour vous, les entrepreneurs, je dirais qu'il faut porter une vision claire pour savoir embarquer. Et embarquer qui ? Embarquer vos collaborateurs, embarquer vos financeurs et embarquer vos utilisateurs. Parce que si votre produit n'est pas clair, c'est compliqué. Savoir qui vous êtes, connaître vos forces, connaître vos faiblesses, savoir écouter. Savoir écouter, ça veut dire à la fois savoir faire confiance aux gens qui vous donneront des conseils, mais savoir aussi challenger. Parce que c'est vous qui êtes maître à bord. Donc, gardez les oreilles ouvertes, écoutez. Ne prenez peut-être pas tout pour argent comptant, parce que sinon, vous n'avancerez pas. Mais sachez vous entourer. Rappelez-vous de l'importance de l'humain. Si vous créez une société, vous allez avoir des gens autour de vous. Donc c'est bienveillance, respect, générosité. Et ce n'est pas seulement la générosité financière. Quand je parle de générosité financière, c'est un autre entrepreneur qui vient vous demander un conseil. Oui, vous trouvez du temps pour lui répondre. C'est quelqu'un qui vous demande d'aller témoigner à autre. Oui, vous trouvez du temps pour lui répondre. Et du temps, on en trouve toujours. C'est toujours possible. Les équipes, elles sont au cœur. Les communautés d'utilisateurs, elles sont au cœur. Et la société, elle est au cœur.
Ce qui est important dans les projets que vous allez monter, c'est pas juste de gagner de l'argent. Oui, c'est important, mais c'est pas que ça. C'est à quoi ça sert, à quoi il sert votre projet. Est-ce qu'il va venir enrichir la vie des gens? Est-ce qu'il va faire le bien dans la société? Et pas que sur des questions environnementales. Bien sûr, on parle beaucoup de l'environnement, mais c'est pas seulement ça. Même apporter du divertissement aux gens, eh bien, c'est hyper important. Il faut juste bien le faire. Et puis pour vous, essayez de préserver du temps pour garder la curiosité, pour voir ce qui se passe autour de vous, au-delà de la boîte que vous avez montée. Donc bien sûr, les concurrents, les technologies qui se passent autour, mais le monde en général. C'est tout bête, mais quand vous lisez la presse, même sur un téléphone avec les apps, on lit la presse, lisez les articles qui ne vous concernent pas du tout. Soyez curieux et restez ouverts sur le monde, parce que pour moi, c'est comme ça qu'on est vraiment inclus dans cette société, qu'on avance et puis que vos projets, ils auront plus de succès. Merci. Merci Déborah. Merci Déborah pour cette ouverture sur votre monde en plusieurs dimensions. Je pense qu'il y a beaucoup de branches sur lesquelles chacun, qu'on soit entrepreneur, artiste, on pouvait se raccrocher, beaucoup de graines qu'on va pouvoir semer. Moi, je retiens qu'on apprend beaucoup plus facilement quand on voit la vie comme un jeu. Donc moi, je vais faire avance rapide, play à nouveau, pour donner le mot de la fin, la bosse de fin, Bénédicte Sanson. Eh bien, merci Déborah. Moi, je retiens l'humain. L'humain est au cœur de tout. Je retiens l'écoute, je retiens donner, je retiens recevoir. Recevoir et donner, ça marche dans les deux sens. C'est aussi important de recevoir que de donner pour aussi se nourrir. Donc ça, c'est bien. Et la super nouvelle, c'est que même quand nous serons tous dans nos boîtes, 20 000 collaborateurs, on continuera à s'amuser. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial.